Voilà. Ouh. Et voilà. Bien le bonjour à tous. Pablo, je te fais monter sur scène. Hop. D'accord, ok. D'accord, Salut tu es Pablo. panéliste, j'étais pas panéliste. Ok, Et salut. voilà. Comment vas-tu? Très bien. Le son est bon? Ouais, Alors, je vais faire nickel. juste un test. Je veux partager mon écran parce que je partage une app, je ne partage pas mon navigateur. Alors, 2 secondes. Ah, il faut que tu m'actives Ouais, le screen sharing, s'il te plaît. c'est bon, c'est fait. Donc, desktop, tu vas me dire là, tu le vois là ou pas? Ouais, je vois le desktop. Tu vois le truc blanc avec le titre? Et là, je vois le truc blanc avec le titre. Ok, Exactement. d'accord, très bien. Et donc, quand je change de bureau virtuel, tu vois les deux bureaux. Là, tu vois Ouais, le. Je sais là, plus je lequel te est. vois ton trace-route. Ouais, voilà, ok. C'est bon. D'accord, très bien. Bon, oui, ça va. Enfin, là, je viens de descendre dans le sud, je viens de gagner 15 degrés. Ah, bien, sympa. Facile, facile. Effectivement, non, non. Je vais rester sur Paris dans le froid et le. Mais ça Ouais, va, ça fait un Paris blanc. ouais, c'est C'est pas beau. encore de la gadoue, donc ça va. Salut tout le monde, je vois. Ah, je vois. Salut Régis, salut Ricardo. Je Ah vois oui, c'est vrai qu'il y a du monde. C'est vrai que je ne les vois pas. Là, je suis en mode webinaire et. Ouais, D'accord. je vois les gens. Et le chat qui s'active. Alors, comme d'habitude, hein, il y a la section Q&A. Q&A Ouais, ouais, pour. je sais. J'ai fait la démo avec Fabrice samedi matin, il me Super. semble. Ça marche. Donc, tout est bon. Il est 54. On va démarrer à 18h, tranquillou. Ça roule. Avec, avec ce petit tour d'horizon des. Qu'est-ce que tu nous as réservé? Tu me parles à moi? Oui. Comment ça, qu'est-ce que je vous ai réservé? Ah, dans la session? Oui. Écoute, je vais parler. On va voir. J'espère que j'ai assez, pas trop. C'est pas un truc que je suis vraiment en mesure de réviser ou de répéter. On va voir. Eh bien, écoute, c'est là pour ça. Parfait. C'est le moment. Et on me fait signe de l'oreillette que tout est bon. Les gens nous voient et nous entendent bien. Ok. Ça continue de rouler correctement. Tant mieux. Oui, j'ai mon trace-route. J'ai mon mat trace-route sous Linux. Oui, j'ai vu que Il tu, m'a que déplacé. tu, Oui, c'est vrai, il me déplace la fenêtre quand je. Ah, c'est pas mal ça. j'ai vu que tu joues à Bash sur Discord. J'aime bien. C'est parce que mon fils m'a embêté là-dessus, c'est tout. Donc vous êtes passé où là? Ça y est, je sais plus où vous êtes. Ah oui, vous êtes là. Du côté. Ok, merci Eric. J'ai vu ton commentaire comme quoi on nous voit bien, on nous entend bien. Ouais, nickel. Je mets ma petite mascotte quand même pour rappeler notre mascotte frugale, le frog, Est-ce la que mascotte frogale. Bonjour Florian. Bonjour à toutes et tous.
Alors pour info, on a plusieurs, je parle aux participants, on enregistre les sessions, donc les replays arriveront très prochainement. On vous tient au courant dès qu'on upload tout ça. Ce sera disponible sur YouTube. Ok. C'est pas mal. D'ailleurs, je vais répondre en direct à la question de Régis. Y a-t-il eu suffisamment de dons pour financer tout? Oui, la communauté a été très généreuse, merci infiniment. Parce que comme ça, on propose du contenu sans sponsor, en toute simplicité, en toute frugalité. Et ça nous a permis voilà, de payer la logistique pour avoir les outils nécessaires pour faire Tu l'as vu où, cette cette question? Il conférence. était dans le Q&A? Non, il était dans le chat. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. On va réserver le Q&A spécialement pour toi, Pablo. Ok, d'accord. Donc je stockerai les questions et je les traite à la fin. Je Ouais. ne suis pas du tout... je ne sais pas mon timing, donc il faudrait que je me fasse attention. Là. Je me suis mis une montre à côté. Et alors, oui, la question, elle s'appelle la question de Quentin aussi qui me dit la grenouille, elle s'appelle pas Kermit, elle s'appelle Froggy. Voilà, elle s'appelle Froggy et voilà, elle est très sympathique. Au départ, c'était une chaussette. Il faut savoir que ça a commencé avec une trop frugale même, une chaussette. Et puis on s'est dit que finalement, là, on allait mettre une petite grenouille un peu plus sympa. Et je vois que les participants arrivent tous d'un coup. Bonsoir, bonjour, bonne fin de journée à toutes et tous. On espère que vous allez bien et que le froid. Non, normalement, Régis, ah, excuse-moi, c'est pas la peine, un timekeeper, normalement, je me surveille. Mais vous pouvez toujours me dire, effectivement, vous pouvez toujours me dire, ça fait 30 minutes et à la moitié. Après, D'accord. on a 1 heure avec toi, donc Ouais. si ça dépend des questions-réponses, combien de temps tu veux accorder à ça? J'ai vu qu'il pouvait y avoir une difficulté, c'était euh, ouais, à la fin c'est Q&A par le chat. C'est pas facile d'avoir une conversation avec le mob webinaire, c'est pas facile d'avoir une conversation assez directe, mais pas de problème, on se réserve les questions à la fin. Si j'ai du temps à la fin, ce que j'espère. Ouais. Et puis, Ou s'il des n'y a pas le temps, réactions, hein, c'est pas forcément des questions, ça peut être des réactions. c'est ça. Et puis, après, il y a toujours le Discord qui est ouvert pour continuer des sujets ou poser des questions. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde sur le Discord et des liens échangés, des trucs échangés, c'est très sympa. Donc, merci aux gens qui suivent ça. Et oui, Chantal, le son est ouvert. Normalement, tout est OK de notre côté. Et il est 18h. Merci encore une fois à toutes et tous pour votre participation. Et sans plus attendre, je laisse notre cher Pablo faire ce talk, une petite rétrospective, je crois, de ces dernières années agiles. Pablo, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. A priori, vous m'entendez bien. Je remercie Frugagile de me recevoir. Normalement, vous voyez à l'écran un titre. Donc, j'ai fait un format que je ne fais pas trop habituellement. On va voir ce que ça donne. Qui est, j'ai écrit un texte. Je ne vais pas vous le lire. Je vais le commenter. Hein. Je ne vais pas vous le lire. Je vais le commenter. C'est dur hein, à chaque fois quand il n'y a pas de retour comme ça. Je ne vais pas vous lire, je vais le commenter. J'essaierai de le diffuser très rapidement dans le courant de la semaine prochaine. Et donc, le thème que j'ai pris, c'est un regard critique sur les dernières années et sur quoi je me projette sur les suivantes. C'est qu'un texte, mais il y a quelques illustrations et je partagerai l'écran pour partager ces illustrations. Bon, alors ce que je vous propose, c'est un regard sur les dernières années, sur les 20 dernières années. Enfin, j'ai surtout
surtout sur les 10 dernières. On pourra se projeter sur les 20 si vous voulez, surtout sur les 10 dernières, et puis un peu vers quoi je vais. Alors, ce n'est qu'un regard, ce n'est que le mien. Il peut y en avoir plein des regards, il peut y avoir plein de perspectives différentes. Moi, je vous donne ce qui me travaille et, et vous en faites ce que vous voulez. Au début, c'est plutôt un regard acerbe, plutôt critique, parce que c'est ma nature. Je vais commencer par de la protection, de la conservation. Je vais commencer par me protéger, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, ça me fait voir les choses de façon critique plutôt. J'observe quand même beaucoup dans les dernières années pas mal de transformations qui n'en sont pas, hein, qui sont assez factices. J'observe une boulimie de serious games qui sont mal utilisés à mon avis, on en parlera plus tard. J'observe des sketchnoting qui sont assez incompréhensibles, des icebreakers en voiture en voilà, des bons sentiments qui dégoulinent et qui sont à contre-emploi. Il y a plein de trucs positifs aussi, mais je vous donne moi ce qui... Voilà, chacun travaille sur ce qu'il a envie de bosser. Moi, j'ai envie de bosser sur ces aspects-là. Des coachs avec des titres ronflants, on verra ça. Des facilitateurs neutres à qui on demande d'être responsable, etc. Le business de l'argent florissant autour de l'agilité les 10 dernières années notamment. Bref, on pourrait dire que l'on a, hein, je fais partie du mouvement, donc ça me concerne, que l'on a un petit musée des horreurs. Donc c'est ça qui commence ma réflexion. Alors, comment je vais essayer de l'articuler, ma réflexion? Je vais d'abord commencer par, à mon avis, un de nos plus gros soucis, sans vouloir balancer la patate chaude dans les entreprises. Et je vous partage un premier graphe qui est, si à un moment on ne le voit pas, tu prends la parole, Olivier, tu me le dis. Là, normalement, vous voyez ce graphe. Ce graphe, ça vient d'une présentation que j'ai travaillée avec Laurent Morisseau. C'est un boulot de Laurent, là, ce graphe. Et il s'est basé sur les travaux d'un gars qui s'appelle Mintzberg, sur le cycle de vie des entreprises. Et on a quand même un problème qui est marquant et qui peut expliquer un peu ce premier regard négatif que je pose sur les 10 dernières années, qui est que dans le cycle de vie des entreprises, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, de type mécaniste industriel, professionnel, adocratie, etc. Il peut y avoir des entreprises de services, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que probablement, à la fin d'un cycle de vie classique de l'entreprise devient politique. Ça veut dire quoi, politique? Ça veut dire qu'en fait, son sujet n'est plus amener un service, n'est plus fabriquer un beau produit, n'est plus porter une mission, n'est plus diffuser un message, mais son sujet, c'est elle-même. En fait, il y a beaucoup d'entreprises, notamment nos entreprises historiques du CAC 40, dont le sujet numéro un, c'est elles-mêmes. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Que va devenir le quotidien? Qu'est-ce que va devenir les autres? Que va-t-on penser de moi? Est-ce que je garde un pouvoir en interne? Comment est-ce que je gagne du pouvoir? En fait, toutes les questions que l'on commence à avoir quand on parle de transformation, quand on parle d'agilité, elles, ce qui les intéresse, ces entreprises, c'est elles. Donc, un premier constat qui est difficile pour nous, c'est qu'une grosse majorité des entreprises du CAC 40, celles qui investissent le plus d'argent aujourd'hui dans ce mot qui est agile, elles sont probablement dans une phase politique. Et politique, ça veut dire elles se regardent elles-mêmes, donc leur sujet n'est pas le sujet que l'on aimerait qu'il soit, c'est-à-dire le produit, la pénétration dans le marché, comment est-ce que j'améliore mes services, leur sujet, c'est elles-mêmes. Okay. D'ailleurs, on voit très rapidement on voit assez facilement une scission entre ces nouvelles entreprises qui sont encore dans un mouvement vertueux sur ce qu'elles produisent, comment elles veulent le produire, et toutes ces entreprises, je me suis amusé à regarder la liste des entreprises du CAC 40, c'est pour ça que je le cite en exemple. Je pense que toutes celles-ci, elles sont malheureusement, elles sont tournées très politiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est confronté à des entreprises, et si on veut, qui ont des mécanismes de défense, qui ont des mécanismes de rejet de ce que l'on essaye d'amener, nous, hein, on se compte, hein, la communauté agile, nous, agents du changement. Alors on pourrait ramener, si on veut avoir un dialogue simple, sur les trois formes de protection classiques qui sont l'évitement, le contrôle et le renforcement des croyances. Je vais essayer de donner des exemples et ça va peut-être me permettre de faire quand même une petite rétrospective, mais orientée, hein, un certain regard sur les 20 dernières années. L'évitement, ça serait quoi dans ces entreprises politiques dont le sujet pour elles, c'est elles-mêmes et ce n'est pas tout ce qui se passe autour, leurs produits, leurs services, leur création de valeur, etc. Qu'est-ce qui se passe, moi, pour moi, l'agilité, elle commence
comme tout le monde, hein, comme tout le monde, elle commence en 2001, puis le premier truc qui se met à vraiment marcher, c'est XP, hein, quand même, à cette période-là, c'est Extreme Programming. Puis Extreme Programming se casse la gueule plus ou moins en 2003, à mes yeux, c'est mon interprétation, vous pouvez mettre des holas dans le, dans le Q&A, avec la crise de 2003. Et puis après, ça se remet à rebondir vraiment en 2005-2006, notamment avec le petit manuel que diffuse Henrik Nyberg. Mais ce qui rebondit, c'est surtout Scrum. Et là, 2005-2010, c'est quand même la fin des mammouths type CMMI, type Prince 2, type Six Sigma et compagnie. Et il y a vraiment cette agilité qui devient florissante. Vraiment une explosion 2007-2008. Et on arrive jusqu'à 2013, on va dire, hein, je ne donne pas de date précise, c'est grosso modo dans mes souvenirs, où il y a où le succès fait que ça devient vraiment un peu où la question de à l'échelle arrive. Ok, et puis après, grand succès. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Et c'est quoi quand je parle d'évitement? Je suis en train de vous dire les entreprises sont politiques, et bam, le premier truc qu'on se prend dans la figure, c'est évitement, contrôle et renforcement des croyances. Évitement, ça voudrait dire quoi? Moi, je me suis amusé à, je sais pas, c'est peut-être une histoire que je me fais dans la tête, mais au début, c'était vraiment les Scrum Masters et les Scrum Masters et les coachs qui étaient, au début, les Scrum Masters. Petit manuel de Henrik Nyberg, 2005-2010, c'est les Scrum Masters qui parlent à l'entreprise, puis finalement, ça devient le coach parce que ça grossit jusqu'à 2013. Et les entreprises les accueillent avec plaisir. Mais au bout d'un moment, le coach et le Scrum Master, ils se mêlent quand même de choses que l'entreprise n'a pas envie. Ce n'est pas son sujet. La majorité des entreprises, leur sujet, c'est de la politique interne, c'est du plan de carrière, ils ne voient plus les utilisateurs, c'est trop loin. Donc ces coachs et ces Scrum Masters, ils deviennent gênants. Donc on commence à les sortir du cœur de cette question d'agilité. Comme probablement, on a sorti en 2003, avec cette crise, du cœur de l'agilité, au début, même avant, les développeurs, hein, ils sont quand même, c'est ceux qui fabriquent les choses. Et en 2013, le rôle qui émerge très fort, c'est le PO. Soudainement, on ne demande plus nécessairement autant des coachs et des Scrum Masters en entreprise. Même les Scrum Masters, il a tendance à disparaître. Il est gênant, hein, avec toutes ces questions, comme le coach, hein, il est gênant avec toutes ces questions. Puis il y a le PO, il y a le gros boom du PO, 2013, 2015, 2016, enfin, 2013 c'est un peu tôt, c'est la question échelle qui arrive 2015, on va dire. 2015, il y a le boom du PO, parce que je pense qu'il y a un évitement des Scrum Masters et des coachs agiles, on les met, soit on les désactive, on les écoute plus, soit on les expulse. C'est une image. Donc après, on dit, ben, on va être agile. Tout le monde comprend quand même qu'il faut être agile. Toutes ces entreprises que j'appelle politiques, je vois que je partageais mon écran, toutes ces entreprises que j'appelle politiques, leur message, c'est on veut être agile. Donc après, elles se tournent vers les PO, parce que les PO, au moins, ils vont faire. Il y a un truc qui les a beaucoup choqués, c'est que le Scrum Master et le coach, ils ne le font pas. Donc ils prennent le PO parce qu'ils vont faire, mais c'est une erreur. Hein. Le PO, c'est le porteur du produit, et ils se disent ils vont faire, ils vont organiser le développement du produit. Bop, ça tourne très vite, chef de projet. Et là, pareil, l'entreprise il commence à y avoir une rébellion des PO qui essayent de rappeler aux entreprises que non, ils ne font pas le produit, c'est avec l'équipe, ça fait le produit, ils accompagnent tout ça, et il recommence à y avoir une dissension, et l'entreprise évite à nouveau, et on commence à ressortir les PO, et les PO vont commencer à laisser place, à mes yeux, en 2018, 2019, je vois que c'est plus forcément les PO qu'on demande, c'est les UX. Les UX, parce que les UX, ils ramènent toute la vision utilisateur, et on va pouvoir dire qu'on est agile parce qu'on a les UX. Mais c'est encore un peu plus à la périphérie. On a enlevé les devs. Hein. Les devs, c'était trop compliqué par les agiles avec les devs. Hein. Là, c'était vraiment au cœur du truc. On a commencé à enlever les coachs et les Scrum Masters parce qu'ils posaient des questions embêtantes. Et ils ne faisaient rien. On a essayé de mettre les PO, mais les PO, ils sont revenus avec leur truc de valeur. Là. Non, on les enlève aussi, les PO. On les éloigne. On met à la périphérie de l'entreprise cette agilité. On commence à dire, bah, c'est les UX. Les UX, ils font l'ergonomie, ils s'intéressent à la discovery, ils s'intéressent à tout ce que fait l'utilisateur, etc. Je pense que les UX vont aussi devenir maintenant la gênant pour l'entreprise parce qu'eux aussi ils vont avoir des revendications saines, et peut-être que c'est la data qui va... On va enlever les humains, ce sera peut-être plus simple. D'accord ? Donc pour moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est on est... moi, le constat que je commence à faire, enfin que je fais depuis un moment et que tout le monde fait, c'est la résistance des entreprises. Et une forme de résistance des entreprises, c'est leur capacité d'évitement.
Okay, et cette capacité d'évitement, je la matérialise avec la mise à la périphérie de plus en plus de ces rôles importants agiles. Le rôle important agile, c'était le codeur, non, bon, après c'était le Scrum Master, non, on va arrêter de les écouter, le coach, le PO, ok, on écarte à l'UX et la suite, je vous dis, ça va être peut-être qu'on écoute juste les données, comme ça il n'y a pas d'humains qui viennent nous embêter. Le deuxième comportement de ces entreprises dites politiques, ça sera le contrôle. Alors le contrôle, c'est facile. Vous savez très bien tous ces gros frameworks à la con, comme Safe, hein, qui veulent garder le contrôle, qui leur permettent de garder le contrôle. Or, si vraiment euh, on rentre dans cette approche agile, on lâche ce contrôle. Je ne vais pas en faire plein de détails, mais c'est vraiment il y a vraiment là un organisme dédié à la réassurance des entreprises dans le contrôle, et ça ne sert absolument à rien l'agilité. Et puis il y a une autre forme qui est la confirmation des croyances. La confirmation des croyances, c'est peut-être une incertitude au sein de ces entreprises politiques. Elles comprennent bien qu'il faut s'y mettre, mais elles doutent beaucoup de leur capacité à faire. Et au lieu de contrôler avec un truc comme Safe ou d'éviter en faisant semblant, mais en écartant la périphérie toutes ces vraies questions agiles, elles se valident leurs craintes en coupant la réflexion et en allant imiter. Donc c'est toute la partie là où j'imite, où je copie ce qui se fait ailleurs. Refaites-moi exactement ce qui s'est fait là, Spotify ou Safetify ou je ne sais quoi qui s'est fait à côté. Donc ce constat sur lequel j'ai envie de démarrer, ce petit musée des horreurs que j'ai donné au début, d'abord je me tourne pas mal vers l'entreprise et je dis bon, on a des vrais problèmes là de comportement d'entreprise parce que la grande majorité des entreprises qui financent le terme agile aujourd'hui sont quand même des entreprises historiques françaises dans le CAC 40 et leur problématique numéro un, c'est leur nombril, ou en tout cas, leur nombril, c'est dur de dire ça, c'est pas vraiment ça. Elles sont passées dans une phase politique où le sujet, c'est elles-mêmes et ce n'est plus vraiment leur produit, leur raison d'être. Bon, de l'autre côté, on peut rajouter à cette lecture l'agilité est devenue une telle manne qu'il y a une rançon de... C'est un peu la rançon de notre succès, c'est que nous aussi, de notre côté, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon parce qu'il y a un afflux extraordinaire de personnes sur l'agilité, parce que l'agilité est devenue le buzzword, et naturellement, l'afflux de personnes, et j'ai rien contre, hein, c'est très bien, au contraire, c'est un succès. L'afflux de personnes fait que il faut du temps pour monter les gens en compétences, il faut du temps pour faire comprendre les choses, et donc ça s'est beaucoup dilué. Hein. Il y a tellement d'argent sur l'agilité que je comprends, et c'est tout à fait normal qu'il y ait plein de gens qui sont intéressés par ça. Et en plus, comme c'est des rôles qui sont beaucoup des rôles de sciences molles, on a plein de gens qui ont un parcours professionnel hybride qui s'y sentent bien. On n'est pas la peine d'avoir une école artistique poussée ou une école d'ingénieur poussée. Et donc ça, c'est très bien, hein, cette facilité d'entrer dans l'agilité, c'est quelque chose qui a poussé beaucoup de gens à le faire. Notre rançon du succès, à nous tous, la communauté, c'est qu'on n'a peut-être pas pris assez garde enfin, je ne sais pas si on peut y prendre garde, mais en tout cas, ça a pas mal dilué les choses et il faut du temps pour que les gens comprennent ce qu'est vraiment l'agilité. Et je voudrais vous repartager mon écran. Je le partagerai, ce texte. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est ce que je lis pas là, mais c'est mon aide-mémoire, mais vous avez le texte. J'aime beaucoup cette citation d'une étude de 2006 sur les 3 mythes du management, de Pfeffer et Sutton. C'est les gens copient le plus visible, le plus évident, mais probablement le moins important, hein, c'est le coût historique du planning poker, des stand-up, des grands panneaux avec des fils de laine, des post-it, etc., etc. Donc, on paye aussi, quand même, dans ces 20 années, une de nos qualités qui est la facilité, l'ouverture du mouvement à qui veut y venir. Et on paye la manne financière qui l'entoure. Alors, on a cette difficulté d'entreprise et on a aussi une difficulté de posture chez nous. C'est pas facile du tout d'aborder un accompagnement agile. J'ai noté 2 éléments, 3 éléments, 2 éléments qui la rendent assez difficile. Moi, je dis beaucoup à
à mes prospects ou à mes clients, j'ai 50% de bonnes réponses. Alors, naturellement, il y en a derrière qui me disent tout de suite, donc vous en avez 50% de mauvaises. Non, j'espère ne pas en avoir 50% de mauvaises. Il y en a 50% qui vont émerger, que l'on va trouver, que l'on va trouver durant l'accompagnement, qui viendront de vous, qui viendront de votre contexte. D'accord ? C'est difficile, ça, à entendre. Donc, quand je vous dis que la posture de tous ces coachs, de tous ces gens qui viennent sur le marché de l'agilité, c'est quelque chose qui prend du temps à s'acquérir, cette capacité d'émergence. On a une autre difficulté, c'est que ce fameux coach agile, dans les 20 années, il y a eu un nombre incalculable de conversations sur le terme de coach agile. Pourquoi ? Parce que c'est un terme hybride très compliqué à porter. Pareil, je vous dis qu'on a 50% de bonnes réponses et que ça, c'est une phrase peut-être marketing, mais c'est pour avoir un vrai dialogue constructif et 50% d'émergence. Mais ça veut dire qu'on a expert à 50%. Oui, quand on sait faire telle ou telle pratique très bien, on est expert. Mais on est expert qu'à 50%. Donc c'est vraiment une position casse-gueule. On en a beaucoup parlé sur le profil de coach agile. On n'est pas vraiment coach dans le terme coach professionnel et on n'est pas vraiment consultant et on n'est pas vraiment expert et on n'est pas vraiment, et on est un truc un peu hybride crossover qui est passionnant, qui fait, comme je vous le disais, qu'on a des profils très hybrides qui nous rejoignent. Et c'est certainement pas une certification qui peut nous permettre d'acquérir cette difficulté ou de sentir où est-ce que les curseurs se mettent, à quel moment, à quel endroit. Non seulement on est expert à 50%, mais en plus, on a 50% des bonnes réponses parce que le contexte va donner plein de choses très différentes. Et vient s'ajouter à ça encore une complication dans notre posture de coach, de Scrum Master, de PO, de rôle dans cette agilité, c'est qu'on est confronté à un système, on n'est pas confronté à des personnes. Quand vous avez un coach pro, un coach individuel qui reçoit des gens, les gens l'ont demandé. Donc il y a au moins une demande claire à l'origine. Quand il y a quelqu'un qui demande dans une entreprise une transformation, un accompagnement, on ne s'adresse déjà plus à la personne, on s'adresse à un système, on s'adresse potentiellement à une demande de l'organisation, et un système, il ne dit pas qui veut ou qui ne veut pas. Et un système, c'est complexe à appréhender. Cet ensemble, il est complexe à appréhender. Donc là aussi, il y a un défi. Là aussi, il y a une difficulté. Et donc, c'est passionnant, il y a plein de gens qui viennent, c'est hybride, il y a plein de gens qui viennent, mais c'est très dur. Mais on a plein de gens qui sont là et il faut du temps pour monter tout le monde en puissance. Et les entreprises veulent être dans le contrôle, donc demandent des certifications et donnent des recettes toutes faites. Ou les entreprises veulent être dans l'évitement, et on va voir ce que ça peut provoquer après. Ou les entreprises veulent être dans la confirmation de leurs croyances et demandent à suivre une recette. Et donc là, on a plein de choses trappes. On a un rôle très difficile et on a plein de choses trappes. Ça fait que c'est pour ça que je commence, moi, par mon petit musée des horreurs que je vous donnais, les transformations très largement factices, les serious games mal utilisés, c'est mon regard, hein, les sketchnoting qui est incompréhensible ou inutilisable, on y reviendra, les icebreakers à toutes les sauces, les bons sentiments, en veux-tu, en voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas très bon ? Pourquoi est-ce que je trouve qu'on pourrait être meilleur ? Et en même temps, je ne le reproche pas aux gens, j'essaie de trouver des raisons qui fait que notre niveau, il est très moyen. Ou que l'on bascule dans ce que j'appelle ce petit musée des horreurs. Alors, la première des choses, c'est la réflexion dans la communauté agile. C'est une communauté naïve, dans le bon sens du terme. Naïve, pour moi, c'est pas requin, donc c'est un compliment, qui essaye de se renouveler, qui essaye de réfléchir très régulièrement à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui pourrait être fait, comment est-ce qu'on pourrait utiliser les choses différemment. Mais elle fonctionne beaucoup plus vite que les entreprises qui sont politiques, dont le sujet est ailleurs. Et on a plein d'énergie, on réfléchit, on change des choses, on adapte, on améliore, on trouve des nouvelles façons de les présenter, mais on n'a même pas exploité celles qui étaient déjà là et qui n'ont pas encore fait leurs preuves parce qu'on va bien plus vite que la culture classique d'une entreprise en France. Le regard que je porte, il est en France. Donc on a toute cette énergie. Moi, je pense qu'on dérape parce qu'on a plein d'énergie et qu'on ne la met pas au bon endroit. Une première source de cette énergie, c'est qu'on réfléchit beaucoup à tous ces systèmes, à toutes ces façons de faire, à toutes ces approches,
mais comme on se heurte à ce blocage des entreprises, on va plus vite que la réflexion qui est menée au sein des entreprises. On n'est pas à la traîne de ce qui se fait dans les entreprises. En France, on est suréquipé. On est suréquipé, on a une surénergie. Et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette énergie? Ok, on va voir. Pour moi, toute cette énergie, on la canalise mal et c'est probablement la source de nos dérives. Euh, toute, toute cette énergie, c'est aussi la pyramide de Maslow. Il faut d'abord vivre, il faut d'abord se nourrir. Il y a plein de choses à faire. Les gens ont besoin de montrer qu'ils sont là. Pendant le Covid, j'ai rarement vu autant de publications. Alors c'est normal, on est enfermé chez soi, etc. Mais tout le monde a besoin de montrer qu'il existe pour intéresser le marché. Et là, c'est pareil, on est suréquipé. On a toute une énergie qui arrive et qui est bien au-delà des besoins réels de ces entreprises. Je pense aussi que le blocage des entreprises, c'est hermétisme, contrôle, évitement, confirmation, renforcement des croyances, il fait quand même se heurter beaucoup d'accompagnants. Il y a de grands moments de solitude dans l'accompagnement des entreprises. Il y a des murs qu'on se prend, une sorte de petite folie qui se génère, un travail de Sisyphe, on pourrait dire, un dialogue de sourds. Et on a besoin de se faire du bien. On est dans un environnement pas facile. Et à un moment, on a besoin de se faire du bien dans cette communauté. Le coaching ou tous ces accompagnements, c'est très ingrat. Quand ça marche, c'est jamais grâce à vous. Quand ça marche pas, ben, c'est très frustrant. Comme c'est des approches systémiques, il n'y a pas un coupable, il n'y a pas une personne qui est en succès. Quand il y a quelques succès, naturellement, il y a quelques succès. Et tous ces gens ont besoin de se faire du bien. Il n'empêche qu'on a besoin de se faire du bien, on est suréquipé, on a besoin de montrer qu'on vit, il y a beaucoup trop d'approches, il y a beaucoup trop d'énergie qui est présente, et pour moi, ça c'est une source de dérive. Et je vous donne quelques exemples de dérives. Donc pareil, je n'accuse pas, je dis juste, tiens, essayons d'expliquer les choses, essayons de se dire ce qui se passe, regardons-nous un peu dans les yeux. Attendez, vous voyez mon écran normalement. Donc, pour moi, il y a une dérive sur le sketchnoting. Le sketchnoting, historiquement, ben, c'était ce qui est à gauche là. Sketchnoting, là, il y a un talk de Dan Roam. Je ne sais pas si je peux le mettre dans le chat ou pas. Là, il y a un lien. Je vous l'enverrai plus tard. Il y a un talk de Dan Roam chez Google, je crois 2006. Vous tapez Google Dan Roam 2006. Donc, Dan Roam, c'est Unfolding the Napkin, un très bon bouquin sur le sketchnoting. Enfin, moi, ce que je mets derrière, c'est peut-être que je me trompe. Hein, mais... Donc, pour moi, je vais lire la citation qui est là à l'écran aussi, résoudre des problèmes visuellement avec des dessins simples et des idées simples. C'est quelque chose de là. Keep it simple, stupid. C'est quelque chose de très agile. Et maintenant, le sketchnoting que j'observe, il sert qu'à celui qui le dessine, parce qu'il n'y a que lui qui peut comprendre ce qui s'est passé. Et encore, je doute. Donc, et ça, pour moi, c'est quoi? Ça, c'est on s'échappe. On a besoin de s'échapper de cette petite folie des entreprises. On a de l'énergie à revendre. Il faut montrer qu'on est là, il faut vivre. Et c'est comme des boursouflures ou c'est comme ça déborde. Ça déborde. C'est pareil, les titres. Il y a autre chose qui a débordé. Les titres. On aurait pu dire coach agile si vous voulez, facilitateur consultant, puis moi, j'ai créateur d'écosystèmes résilients, j'ai jardinier des possibles, j'ai social technical, alchimiste, j'ai agilitateur public, j'ai agent provocateur, j'ai humain, j'ai agent actif. Bon, c'est facile, hein, j'en prends 10 autres, profil dans LinkedIn, j'en ai 10 autres. Pour info, je suis dans la liste des titres qui veulent rien dire et qui débordent, qui sont une boursouflure. Il y a un des organisateurs de Frugagile et il y a un autre speaker de Frugagile. Donc, je me compte dedans, il n'y a pas de problème. On a besoin de montrer qu'on existe. Toute la réflexion agile, elle dépasse la réflexion des entreprises. On a toute cette énergie, on a cette petite folie, il faut que ça sorte.
pareil pour les icebreakers, pareil pour les serious games. Le problème, c'est que se heurtant à cet hermétisme des entreprises, le sujet, c'est devenu le jeu. Le jeu le sujet, le jeu n'est plus le moyen, c'est devenu le sujet. L'icebreaker n'est plus une corrélation, c'est pas devenu le moyen, c'est devenu un sujet. Le, le bonheur n'est pas devenu la corrélation, le résultat, c'est devenu le sujet. On a un problème avec tout ça. Qu'est-ce que j'appelle de mes voeux? Pardon, attendez, je vais vous couper mon écran 2 secondes. Qu'est-ce que j'appelle de mes voeux? On pourrait prendre une... je vais essayer de me tourner maintenant vers ce que... Ça c'est un peu mon regard critique. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'il arrive? Donc j'ai l'impression, pour prendre une image, qu'on parcourt beaucoup les choses en horizontalité. Tiens, là c'est fermé, on va ailleurs. Là c'est fermé, on va ailleurs. Et je voudrais qu'on s'arrête et qu'on ait de la verticalité, qu'on creuse. Je commence à entendre parler, c'est rigolo, depuis un mois, d'éthique. Alors, éthique, éthique du coaching, etc. Éthique, c'est un grand mot. Surtout que éthique, derrière, on va tout de suite nous ramener faire du bien, la bienveillance, etc. Et là, moi, en ce moment, ça fait très pédant de dire ça, mais j'aime beaucoup lire Nietzsche, hein, c'est très pédant. Et j'aime beaucoup l'inversion des valeurs que propose Nietzsche. Bonjour Niels, je vous lapsus. Si vous voulez lire des trucs là-dessus, vous lisez Par-delà le bien et le mal et la généalogie de la morale. Il ose dire des choses que je pourrais résumer en faire ce qui est bien, c'est pas nécessairement faire le bien. Il y a plein de choses bien qui viennent de la confrontation. Il y a plein de choses bien qui viennent d'une opposition. Il y a plein de choses bien qui viennent d'une rigueur un peu douloureuse. Et si on observe réellement ce qui se passe, il y a plein de bienveillance qui amène beaucoup de mal, qui amène beaucoup de tristesse, qui amène beaucoup de malheur. Il y a plein de pitié, alors la pitié, non, c'est encore autre chose, on enlève. Il y a plein de jolis mouvements bienveillants qui, en fait, font le mal en voulant le bien. Donc, j'aime beaucoup avoir ce regard critique. Donc, l'éthique, d'accord, mais pas qu'elle soit associée à une bienveillance qui n'a pas de sens. Veiller au bien, c'est pas forcément être gentil, c'est pas forcément accompagner les gens avec douceur. Pour vraiment faire le bien, il faudrait vraiment s'interroger. C'est pareil, puisqu'on en est dans Nietzsche, on peut parler de Socrate. Il y a plein de gens qui... Socrate, la maïotique. Est-ce qu'il y a des curieux parmi vous qui ont été lire Platon et qui ont été lire les dialogues de Socrate? Il n'y a rien de bienveillant dans la maïotique de Socrate. Et la maïotique, c'est passionnant et c'est très très bien. Justement, c'est très intéressant parce qu'il y a une vraie confrontation assez dure d'ailleurs. Hein. C'est une approche réactive quand il est en réaction, il est en affrontement. Et pourtant, ça amène plein de choses. Donc j'aimerais qu'on ne soit pas, tout à l'heure je vous ai dit du bien la naïveté, j'aimerais qu'on soit dans la verticalité, dans cette éthique si vous le souhaitez, mais qu'on ne soit pas dans la naïveté. Je peux vous donner quelques exemples. Moi, ça me frappe et je dis beaucoup ça aux coachs qui sont autour de moi. Est-ce qu'une action, un atelier, un séminaire dont tout le monde sort content aura un impact? Ben, rien ne l'indique. Ah, mon séminaire, il a super bien marché, tout le monde était content. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a de la valeur? Rien ne me le prouve. Et dans mon expérience, ce n'est pas les séminaires dont je sors content qui ont un impact. Alors, je ne veux pas vous dire il faut que ce soit dur, il faut qu'on souffre. Pas du tout. Hein. Je veux juste qu'on n'ait pas une vision aussi blanc et noir, le bien, le mal, etc. Ce n'est pas simple. Le mal peut générer du bien, le bien peut générer du mal. Il n'y a pas de regard simple sur ces choses-là. Est-ce que quand une action est belle, bonne, bienveillante, elle aura un impact? Rien ne l'indique. Est-ce qu'un bon coach est nécessairement la bonne personne dans tous les cas? Bon, ça c'est encore autre chose. Rien ne l'indique. Donc, j'aimerais qu'on ait le courage de ne pas tomber dans cette facilité très propre à la nature qui est il y a un espace, on déborde là-dedans. On a ce surplus d'énergie, eh bien allez, on va remplir nos sketchnoting plutôt que de bien creuser le sketchnoting tel qu'il devrait être et insister en verticalité, pas en horizontalité. On a un problème, on se heurte aux entreprises, on n'est pas écouté, ok, ben c'est pas grave, on évacue cette énergie dans les serious games, très bien, mais on se dit la vérité, ça ne nous aide pas. On se dit la vérité, ce n'est pas le serious game le sujet.
Donc, j'ai essayé de me dire, tiens, comment est-ce que tu pourrais structurer des interrogations pour amener cette exigence? Je préfère le mot de dignité ou d'exigence à le mot d'éthique. Je ne sais pas si je partage l'écran là encore ou pas. Non, oui. Alors, je monte un peu. Tiens, je me suis dit, on pourrait s'interroger sur 3 choses. On pourrait avoir des niveaux de... Ça, c'est très... c'est en pleine expérimentation, les questions que je vais amener là. Hein. Je commence ce dialogue avec moi-même, donc je ne sais pas ce qui vaut. Peut-être que je me plante complètement. Mais déjà, je suis en train de me dire euh, où se situe mon sujet? Où est-ce que j'essaye de faire du bien? Ok, et pas faire le bien. Où est-ce que j'essaie de faire du bien? Est-ce que je suis en train de réfléchir à un impact local? Est-ce que je suis en train de réfléchir à un impact au niveau de l'organisation ou du système? Ou est-ce que je suis en train de réfléchir à quelque chose de global? C'est-à-dire, est-ce que je veux faire quelque chose de bien qui dépasse l'organisation qui m'a demandé d'intervenir? Ça, c'est une première série de questions. Là, je vous ai parlé de la fainéantisme ou de facilité. Et j'ai une deuxième série de questions. Ça serait ce bien-là que je suis en train de faire, donc ce bien sur lequel je m'interroge en local, une équipe, un petit bout là, de l'organisation, ou au niveau de l'organisation, ou même je fais un bien qui dépasse l'organisation. Euh, Aussi, je pourrais faire du bien. Est-ce que je suis en train de me faire du bien à moi? Est-ce que je fais du bien à mon client ou est-ce que je fais du bien à l'objectif qui est derrière? Vous savez, le coach, il pourrait très bien, on va y venir après. Donc c'est 3 et 3, et je me suis amusé à faire un petit tableau. Je pense qu'il est loin d'être encore valide, mais ça me permet d'avancer dans mes réflexions. J'ai vu que j'étais à 34, que j'ai passé la demi-heure. Pas de souci, et normalement, je suis dans les bons temps. Voilà, je pourrais commencer. Alors, il y a du rouge, il y a du orange, pas d'inquiétude. Peut-être qu'on peut être bon partout et ça peut bien fonctionner. On peut avoir de la valeur, un impact et bien avancer dans tous les carrés. Juste la colorisation, mais je ne pense pas qu'elle soit encore très bonne. C'est plus pour signaler de la vigilance. Et j'ai essayé de mettre en évidence à quelle vigilance il faudrait faire attention. Bon, le premier carré, c'est moi, je vois quand même pas mal de coachs qui se font plaisir avec leurs équipes. Ça veut dire quoi? Tiens, je vais faire l'atelier X parce que, parce que j'aime bien le faire avec mon équipe. Attention, on tombe dans de la complaisance. C'est là où je demande une éthique, de l'exigence, de la rigueur. Et je comprends, on souffre, c'est pas facile. On a besoin de se faire du bien, on a toute cette énergie, on a besoin de vivre, et je le comprends, mais ça ne nous aide pas trop. Et pour démarrer cette nouvelle décennie, on pourrait avoir cette exigence d'essayer de trouver à dépenser cette énergie ailleurs, à se faire du bien ailleurs. Et quand on a et vous allez vous faire du bien, mais à long terme, pas à court terme, et je vais moi aussi, en ayant cette exigence et cette rigueur. Donc, tiens, je me dis, attention, je vois quand même pas mal de gens qui se font plaisir à faire l'atelier qui leur plaît au milieu de leurs équipes. Ok, je dis juste point de vigilance. Interrogeons-nous. Après la norme devient ça et on perd en crédibilité. Alors pareil, il y en a qui le font au niveau de l'organisation. Là, c'est une pure perte de temps. Euh, J'essaye de faire toute cette série d'approches, d'accompagnement ou d'ateliers au niveau de l'organisation, mais en fait, l'intérêt profond, c'est de me faire plaisir à moi. J'ai quand même pas mal de clients qui m'ont parlé des coachs comme, mais là, je ne voudrais pas un coach qui se fasse plaisir. Il faut qu'on soit attentif à ça. Et dans le global, abus de position, ça voudrait dire quoi? J'accompagne une entreprise et j'en profite pour me faire plaisir, pour essayer cet atelier. Alors, il faut s'entraîner. Je vous dis, c'est pas noir ou blanc naturellement, c'est juste une alerte. J'en profite pour, tiens, je fais parler de cet atelier que j'ai fait à cette organisation, donc je touche le global, j'en fais parler à l'extérieur, mais en fait, j'ai un abus de position, c'est pas du tout nécessairement ce dont a besoin cette organisation. Moi, je pourrais essayer en tant qu'accompagnant, en tant qu'agent du changement, je ne veux pas dire coach, master PO, agent du changement, vous mettez ce qui correspond derrière. Ok, je fais plaisir à mon client, à ses équipes, en local. C'est de la facilité. En tout cas, j'ai un point de vigilance. Est-ce qu'on n'est pas juste en train d'être dans la facilité? Est-ce que ça va nous servir? Est-ce qu'on n'est pas en train de déborder et de sortir de cette éthique que commence à évoquer pas mal de coachs? Si je le fais au niveau
de l'organisation, faire plaisir à l'organisation. OK, ils veulent de ça, allons-y, faisons de ça. En fait, je fais mon marketing. Donc, le risque, hein, c'est pas, je ne le fais pas à chaque fois. Je voudrais qu'on ait une petite lumière qui s'allume dans la tête. Et il n'y a pas de mal à faire son marketing, mais il ne faudrait pas que ça se réduise à ça. Cargo culte, qu'est-ce que je m'étais mis? Bon, en gros, je fais mon... ouais, j'ai écrit... c'est pas très clair, là, ce que j'ai écrit. Je cherche à faire du bien à mon client en rayonnant sur un... J'essaie de montrer qu'on fait comme partout sur le plan global ici. J'essaie de faire rayonner l'organisation ailleurs en faisant plaisir à mon client. Regarde, tiens, on fait on fait du Spotify comme tout le monde et on regarde, montre ton management visuel. Enfin, ma définition n'est pas claire là-dedans, mais j'ai l'impression qu'on réplique pour montrer que, pour faire plaisir au client, que lui, il est comme les autres, une sorte de cargo culte. Logiquement, si à chaque fois qu'on s'interroge et qu'on se dit est-ce que l'atelier que je suis en train de faire poursuit l'objectif et n'est pas en train de poursuivre le plaisir à mon client ou le plaisir à moi, mais le plaisir à l'atteinte de l'objectif, même si c'est sur le plan local, c'est très très bien parce que vous savez que les petits pas peuvent amener des grandes transformations. Et idem, si c'est sur le plan de l'organisation, ça peut être très intéressant parce que c'est comme un petit pas, sauf qu'on commence à appréhender un système. Donc on pourrait parler de coaching organisationnel. Le dernier point, c'est si j'essaye de poursuivre l'objectif, mais que j'essaie de faire beaucoup d'écho autour de l'organisation, pour l'organisation, ça ne lui sert pas à grand-chose. Je ne sais pas là aussi si c'est évangélisation le terme, je ne sais pas si je suis clair dans mon tableau, mais ça redevient peut-être du marketing, ça envoie peut-être des messages qui ne sont pas bons, qui sont évangélisation dans le sens, regardez chez nous, ça marche, regardez, ça a fonctionné, on a atteint l'objectif et on le fait déborder sur le plan global. Attention, si ce qui a marché là, vous dites que ça va marcher ailleurs, vous sortez déjà d'une idée fondamentale de l'agilité où il n'y aura pas de réplication à 100% et vous nourrissez quelque chose qui n'est pas forcément bon. Et je vois que je vais prendre 6 minutes pour finir, et puis on se gardera un quart d'heure, peut-être pour le Q&A. Je ne sais pas si je suis clair, si je ne suis pas clair, si c'est long, si ce n'est pas long. Je vais finir par des notes positives. Je vous ai donné mon regard. J'ai rapidement dressé un historique sur les 20 dernières années, et notamment en parlant de cet évitement des entreprises. Je vous ai parlé de notre difficulté à être confronté à des entreprises politiques dont le sujet c'est elles-mêmes. Le sujet, c'est pas cette création de valeur, c'est pas ce produit, c'est pas ce service, c'est pas développer telle ou telle chose, c'est pas de l'apprentissage, etc., etc. Je vous ai parlé de comment j'expliquais un peu toutes ces dérives, la difficulté de notre rôle d'agent du changement, la complexité de ce rôle, l'énergie qui déborde et qui ne donne pas forcément des choses très bien. Et je vous ai montré là cette matrice pour peut-être s'interroger ou se confronter à est-ce que c'est à moi, je me fais plaisir, au client, est-ce que je cherche vraiment l'objectif, c'est quoi mon rayon d'action là, il est local, il est de l'organisation ou j'essaie de l'étendre au-delà. Bon, voilà. Et je vais essayer de finir par des notes plutôt positives. J'ai tendance à observer que les dérives que j'évoquais, elles sont plutôt à la baisse. Là, les titres de coach un peu délirants, dont le mien, ça a disparu. Sur le sketchnoting, je ne sais pas encore. Sur les serious games et les icebreakers, c'est en train quand même, j'ai l'impression, de baisser. Alors peut-être qu'une des explications, c'est on est fatigué et il y a moins d'énergie, donc il y a moins de boursouflure, donc il y a moins de débordements, donc il y a moins de dérapage et de dérive. C'est une chose. La deuxième chose qui est très positive, c'est le Covid, malgré tout. Le Covid a montré que rien n'était impossible. Et ça, malgré toutes les tristesses et la difficulté autour du Covid, ça, c'est quelque chose de très positif. Même l'entreprise la plus fossilisée, elle a dû changer. Donc, pour info, dans le diagramme que j'ai montré au début, où la fin de vie de l'entreprise, du cycle, c'est politique, s'il y a une onde de choc, s'il y a un sursaut, s'il y a un électrochoc, l'entreprise peut revenir en arrière. Ce n'est pas définitif. Il y a autre chose, et j'avais déjà partagé des chiffres comme ça sur l'espérance de vie des entreprises. J'ai pu les vérifier un peu plus là.
et je ne disais pas forcément un truc très vrai. En fait, je pensais que c'était l'espérance de vie des entreprises était passée de 61 ans à 18 ans. Et en fait, c'est leur présence dans le Standard & Poor's, si vous voulez, c'est le CAC 40 anglo-saxon. Avant, quand une entreprise rentrait cotée à la bourse, et elle est restée pour 61 ans, maintenant elle y reste pour 18 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle meurt, mais ça veut dire qu'en gros, elle monte et elle redescend, elle va redisparaître. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a du changement. Et ça veut dire qu'il y a l'entreprise est attentive à ce qui se passe autour. Quand elle est à 60 ans, elle peut être attentive qu'à ce qui se passe en son sein. Elle est là pour vivre pour longtemps. Si on se rend compte qu'elle subit des difficultés, ou en tout cas qu'elle a une espérance de vie économique beaucoup plus courte, elle va s'interroger sur ce qui se passe autour. Elle va véritablement s'interroger sur cette valeur. Ça va devenir quelque chose qui va nous aider. Il y a un autre graphe qui est en rouge, les grandes compagnies publiques, leur espérance de vie. Donc là, c'est vraiment l'espérance de vie. Hein. Elle vit et elle meurt. C'est quand même passé de 60 ans en 1970 à 30 ans ou 32 ans, 35 ans en 2010. Et à côté, en vert, c'est notre espérance de vie à nous. Donc vous voyez qu'avant, notre espérance de vie, elle était beaucoup plus basse que l'espérance de vie d'une entreprise. Donc on rentrait dans une entreprise et on n'en bougeait pas. Alors que maintenant, on va vivre dans plusieurs entreprises. Et ça aussi, ça va porter le regard ailleurs qu'à l'entreprise qui se regarde elle-même et qui du coup est enfermée dans son contrôle, dans son évitement, à renforcer ses croyances. Donc ça, ce sont plutôt des bonnes choses qui arrivent. Et pour clôturer dans les 2 dernières minutes, si j'essaie de prendre encore un peu, de prendre du recul sur ce que je raconte, ou sur mes envies. Moi, dans les dernières années, c'est un truc qui me suit depuis très longtemps, mais je dirais que j'en ai les confirmations dans les dernières années. Peut-être que ça va embêter du monde, mais moi, moi, c'est beaucoup plus la psychanalyse et la philosophie qui me semblent puissantes que le coaching. Je ne tombe pas dans le syndrome de finesse. Le syndrome de finesse, il est très intéressant parce qu'il a mis le doigt où ça fait mal, et elle a très raison. Par contre, derrière, c'était creux, donc on a besoin de travailler plus ça. À ce sujet, je vous conseille beaucoup plus de lire Roland Gori. C'est quoi déjà? C'est l'imposture du coaching, un truc comme ça. Hein. Et là, ça appuie sur le coaching, mais le coaching plutôt individuel pro. Nous, je vous dis, notre difficulté, c'est qu'on a un truc un peu hybride. Pourquoi est-ce que j'envie la philosophie ou la psychanalyse? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un temps long, qu'il y a un temps vertical et qu'il n'y a pas justement cette horizontalité que j'exprimais. Ce qui me manque dans le mouvement agile, c'est que le mouvement agile, il est très fort parce qu'il répond à ce monde complexe, donc il répond en réaction. Il est en train de répondre. Il est en réaction et il est en innovation. Il croise des choses, il réadapte des choses, il modifie des choses. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est sur du temps court et qu'il nous manque un temps long, une réponse. Je ne sais pas si c'est une utopie, je ne sais pas si c'est des grands mouvements de pensée, mais il nous manque quelque chose qui nous nourrisse du genre de l'invention et pas de l'innovation. Je pourrais utiliser une image. Vous savez, il y a ce bouquin de Kahneman sur le slow thinking et le fast thinking. Il faut les deux. Hein. Je ne suis pas en train de vous écarter le coaching pour la philosophie ou la psychanalyse. Il faut les deux. Mais je trouve que notre mouvement est très axé coaching et que l'on aurait à gagner sur du temps long, un meilleur partage entre du temps court et du temps long. Okay, et on pourrait, je ne sais pas comment appeler ça, je ne sais pas, sur cette notion de verticalité, si on pourrait appeler ça du deep coaching, mais ça fait très prétentieux. Coaching profond, ça fait très bizarre. Mais j'aimerais, dans les années à venir, que l'on ait cette exigence, cette éthique, et que cette éthique, qu'on ne soit pas naïf pour dire l'éthique, c'est des choses, faire le bien, faire le bonheur, parce que si on regarde les choses, plongez-vous un peu dans Socrate ou dans Nietzsche, là, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de faux semblants sur faire le bien amène le bien, ou etc., etc. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette éthique, cette exigence, cette dignité, elle amène une profondeur et un temps plus long. Et c'est vers ça que j'aimerais aller. Voilà, j'ai fait 45 minutes et j'ai 3 Q&A. Et donc, toute la difficulté du mode webinaire, c'est que je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Donc, je vais prendre les questions.
Je vais essayer de Non, partager le support dans le courant de la semaine. Je t'entends pas, Olivier, là. On t'entend pas, je tu dois être peux, ouais, muté. ouais, je peux faire monter les gens sur scène si tu veux de l'interaction. Voilà. Comme il le souhaite. Donc voilà, manifestez-vous dans le chat si vous voulez venir Donc, Chantal, exprimer. oui, je me plonge pas là dans le chef de projet est un PO. Certains oui, certains non. Ça a facilité les entreprises de les transformer en chef de projet. Certains ont résisté. C'est pour ça, je pense, parce qu'ils ont résisté à ce rôle de chef de projet, qu'ils sont écartés pour les UX en ce moment dans l'attrait des entreprises. Oui, je ne dis pas homéostasie parce que je ne veux pas je veux pas balancer des mots qui sont, qui sont galères ou qui peuvent plaire à certains, pas plaire à d'autres. Et oui, c'est de l'homéostasie. C'est une façon. L'entreprise revient à ce qu'elle était et, elle l'essaye en faisant du contrôle, en évitant ou en répliquant ce qui se fait autour. Alors, ce n'est pas un livre sur le coaching, c'est un livre contre le coaching. C'est Roland Gori et c'est l'empire ou l'emprise des coachs. On va Je le vous mettre dans conseille le par section book exemple club. d'aller sur littérature audio et d'aller écouter Carmide de Socrate parce qu'il n'est pas très long. C'est quelque chose que je conseille à tous les coachs. C'est un très bon entraînement sur le questionnement et en plus c'est une révélation sur le fait que tous les gens qui vous disent que la maïotique c'est beau, c'est bien, on fait émerger les choses, sous-entendu avec douceur, il était tout sauf doux, hein, a priori Socrate. Puisque Platon ne fait que écrire sur Socrate. Socrate n'a rien écrit. Voilà, ça c'est répondu. Afin d'éviter la dilution. Alors, c'est Régis qui pose cette question. Ah, oui, il faut que je les lise à haute voix parce que les gens ne les voient pas. Afin d'éviter la dilution du cœur de l'agilité, que pourrait-on faire? Créer un lab. Il y a plein de choses positives du fait qu'il y ait plein de gens qui se tournent vers l'agilité. C'est un succès. C'est un succès. Et puis c'est bien qu'on accueille tous ces gens qui sont hybrides. C'est bien que les gens essayent de faire ça pour gagner leur vie. C'est mieux de faire ça que de faire d'autres choses. Il faut juste être conscient que ça nous amène des difficultés parce qu'il faut un temps de monter en puissance et c'est normal. On a tous pris ce temps de monter en puissance et il faut être exigeant, digne. Je ne sais pas comment on vous dire, monter un lab peut-être, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de dire qui est bon, qui est pas bon. C'est pas moi qui sais, c'est pas vous. Juste à chacun sa pratique à soi et son exigence à soi. Aurais-tu un exemple de ce que tu apportes sur un temps long dans une entreprise? Non, je ne. Enfin, c'était pas dans le sens dans une entreprise. J'aimerais que l'on ait l'exigence de ne pas sauter sur des choses faciles ou de ne pas faciliter des choses pour, pour que des vrais impacts puissent avoir lieu. Et j'ai l'impression, dans ma réflexion actuelle, qui est loin d'être achevée et peut-être loin d'être valide, j'en sais rien, qu'on a besoin, enfin moi pour me nourrir très personnellement, c'est pas pour une réponse à l'entreprise, là, c'est moi pour me nourrir très personnellement, j'aimerais avoir une projection dans ce parcours du mouvement agile sur quelque chose qui est plus un temps long. Qu'est-ce qu'on... C'est pour ça que je parlais à un moment peut-être une utopie ou c'est quoi le sens? C'est comme si on utilisait la pyramide de Diels. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Diels, mais c'est des niveaux logiques. Au début, c'est l'environnement, puis c'est les comportements, puis c'est la capacité, puis c'est les convictions, puis c'est l'identité, puis c'est la vision. On n'a pas de problème dans le monde agile. On connaît les comportements à appliquer. On n'a pas de problème. On sait répondre à qu'est-ce qu'il faudrait comme capacité. On n'a pas de problème. On sait répondre à quelles sont les convictions de ce mouvement agile. Sur l'identité, ça devient plus compliqué. La preuve, tous les questionnements autour des coachs, ce demi-expert, ce demi-coach. Et sur le sens et sur la vision, je pense qu'on n'a pas de réponse assez claire. Oui, je vais rappeler la référence de... Donc, mon temps long sur l'entreprise, je ne sais pas encore y répondre, Laetitia. Attends, alors, Florian, essayez d'aller sur littératureaudio.com. En tout cas, c'est un texte en accès libre. Donc là, moi, j'ai pris un truc audio. D'habitude, ça ne marche pas, mais là, avec Socrate, avec Platon, ça marche. Carmide, Charmide. Vous en avez d'autres, hein. Vous avez le banquet, mais il est plus long. Il est peut-être plus difficile à... Déjà, Carmide est compliqué.
C'est compliqué dans le sens où c'est très étranger à nos habitudes de lecture. Mais sinon, c'est pas compliqué intellectuellement. C'est passionnant de voir l'exercice de questionnement qu'il opère, et vous verrez que c'est loin d'être un truc amical. Si on a mis à l'écart les gens qui ne font pas, pourquoi le cycle en V a été mis à l'écart aussi? Non, le dev. Ça, c'est Quentin. Le cycle en V, il n'a pas été mis à l'écart par les entreprises. Pas du tout. Le cycle en V, elles adoreraient le garder. Sauf qu'elles commencent à se prendre les coups de boutoir du monde dans lequel elles vivent, qui les déstabilisent complètement. Le cycle en V, il n'est pas du tout mis à l'écart. Le cycle en V, il est mis à l'écart contre leur volonté. La question, c'était le dev, Pablo. Pardon? La question, c'était est-ce que le dev a été mis à l'écart au début? Ah, Le développeur. excuse-moi. Ah oui, d'accord. Bah, j'ai vu V, ça m'a fait cycle en V, tu vois, le truc rouge du taureau. Non, le dev, je pense qu'il a été mis à l'écart en 2003 parce que quand XP a bien fonctionné, n'oubliez pas qu'il y avait aussi une émancipation sociale du développeur qui pourrait être une sorte de vision plus grande. Justement, là, pour le coup, c'était peut-être une vision. Et ça, les entreprises n'ont pas voulu l'entendre. Ça venait trop... pareil, il était au centre, il fabriquait. En plus, il avait une velléité sociale. Il a été écarté. Mais bon, sur XP, c'est un problème plus grand. XP a mal communiqué. Extreme programming, c'est on les applique à l'extrême. Bah, ça ne peut pas marcher. Il fallait de la souplesse. Extreme programming reproche à Scrum sa souplesse. Et la vérité est ailleurs. Mustapha, salut. Je ne sais pas. Dans l'histoire. Business agility. Ah oui, pardon, il faut que je dise la question. La question. Dans l'histoire de l'agilité, après l'agile à l'échelle, on entend maintenant beaucoup parler de business agility. Est-ce encore une dérive? Non, mais je fais souvent une présentation. Enfin, je fais souvent. Quand on me demande un peu les mouvements agiles, je fais une présentation où finalement on va retrouver design thinking, startup, beyond budgeting, holacracy, Scrum, Kanban, etc. Et puis à la fin, la réponse c'est et donc il faut en choisir un. Non, c'est tous les mêmes. Ils évoluent tous dans le même monde. Ils s'adressent tous à des déclinaisons et à des acteurs particuliers. On est en train de s'adresser à des entrepreneurs ou à des managers. On va parler de business agility. On est en train de s'adresser à des gens qui s'occupent du produit, à des startups. Ben, on va parler de lean startup, de design thinking. On est en train de s'adresser à des gens qui fabriquent des produits en environnement complexe. On va leur parler de Scrum. On est en train de parler à des gens qui veulent rendre résiliente leur organisation, donc à certains types de management. On va parler sociocratie, on va parler holacratie. On parle toujours de la même chose. On met des étiquettes qui correspondent pour que les gens s'y retrouvent, pour que les gens se retrouvent et pour dénoter une certaine une perspective. C'est toujours la même chose. Hein. On est dans ce monde complexe et comment est-ce qu'on y répond? Et pour les différents types d'acteurs, on met différents types d'échelles et on adapte le discours. Mais les fondements sont les mêmes. Voilà, il y en a qui veulent prendre la parole et ils demandent à Olivier de prendre la parole. Oui, tout à fait. N'hésitez pas. Il nous reste 5 bonnes minutes pour quelques questions supplémentaires. Profitez-en. Parce que le discours était riche, avec un Rex très intéressant. Merci, voilà, Pablo. vous avez mis les bons liens. L'Empire des coachs, Roland Gori. Ouais. Alors, pour les gens qui sont sur le Discord, hein, sur le canal Book Club, on a rajouté du coup l'Empire des coachs. Ouais. Attends, je pense que j'ai une vieille fiche de lecture de l'Empire des coachs. J'essaierai de la retrouver. Je regarde si j'ai cité d'autres choses. Mais ah oui, je vous conseille d'aller voir, essayez de trouver en lien Google 2006 Dan Rome, D-A-N, et plus loin R-O-A-M. Je pense que ça, c'était vraiment au début une très belle explication de ce que moi, je mets derrière sketchnoting. Et c'est pareil, hein, je ne suis pas en train d'engueuler les gens qui font du sketchnoting, c'est très bien, mais juste à quoi doit servir quoi, à quel moment. En ce moment, c'est le sketchnoting, c'est le grand mouvement, un des grands mouvements. Donc j'aime bien me faire haïr, mais il y a des limites. Hein. Non, ça, là, je te rejoins. Moi, sur cet aspect de sketchnoting, en fait, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a le sketchnote pour soi, et la facilitation graphique pour autrui. Déjà, c'est pas la même
ce qu'ils appellent le graphic recording en anglais versus sketchnoting. Ouais. Et effectivement, on a tendance à confondre les deux, alors qu'effectivement, graphic recording peut être de manière très simple. On n'a pas besoin de faire une œuvre d'art, comme je Donc, en peux tout cas, je vous en voir. recommande le livre de mémoire Unfolding the Napkin de Dan Rom. Très beau livre, ça. Un gros bouquin. Vous pouvez le mettre dans le book club. Moi, je pourrais aller le On va mettre le mettre dans le après book club, dans le exactement. Discord. Et je pense que. Ah oui, ben, si vous avez. C'est pas dur à lire. Hein. C'est vraiment. Il y a une fausse. Il y a une fausse. Il y a une fausse image. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de lire une édition où il commente le bouquin avant, parce qu'il faut bien situer le bouquin dans son temps et il peut y avoir plein d'incompréhensions. Mhm. Alors, on a une question Non, c'est pas The de. Back of the Napkin, c'en est un autre. Mais c'est pareil. Si tu veux, tu mets The Back of the Napkin aussi. Moi, celui que j'avais aimé et que j'avais eu, c'était Unfolding the Napkin. C'est peut-être le suivant, c'est peut-être le premier, le deuxième, je ne sais pas dans quel ordre. Voilà. On a une petite question de Laurence qui dit: Les écrits partagés sont un futur livre avec Laurent Morisseau? Point d'interrogation. Non, pas du tout. Je pense que je vais juste le consolider et le mettre en ligne. Sauf surprise. Je vais me réécouter, voir si j'ai dit des trucs que je trouve mieux que ce que j'ai écrit, ou pire. Par contre, le diagramme de Laurent Morisseau, si vous allez sur son blog, vous verrez un article qui s'appelle Un modèle pour l'entreprise agile, qui parle de ça. Si vous allez sur le mien, vous verrez Meetup sur les entreprises complexes, qui parle de ça. Et donc, c'est le bouquin de Mintzberg, d'ailleurs, je pourrais le citer, je ne sais pas si je l'ai cité. Non, moi j'ai cité La consolidation de Laurent, et il faudrait demander à Laurent de quel bouquin de Mintzberg il a. Ça date, hein, c'est assez intéressant, mais ça date, mais par contre, comme ça parle des cycles de vie des entreprises, on peut changer des choses, mais les grandes idées sont toujours présentes. Oui, merci à vous tous. Je vois que l'heure approche. Oui. J'espère que ce n'était pas trop aride le fait de commenter des écrits qui sont devant moi. Donc, en tout cas, personnellement, moi j'ai trouvé ça très bien, très fluide. Donc, merci Pablo. Et voilà, le chat se déchaîne. Merci. Donc, voilà. Je suis entre Nîmes Premier et feedback. Montpellier dans le sud. Et il faisait 18 sur la terrasse cet après-midi, alors qu'il faisait -5 ce matin à Paris quand je suis parti. Ouais, bah, je confirme, il fait Merci pas beaucoup plus Laurence. chaud que -5. Alors, Merci à tous. on parle. Merci en tout cas à tout le monde. Merci encore une fois, Pablo. Et, Je vais passer puis, sur le Discord et ouais, j'essaierai d'envoyer à Frugagile le PDF consolidé la semaine prochaine. Je suis en vacances, j'ai le temps de consolider ça. Et voilà. top, super. Et pour les participants, on se retrouve pour les gens qui veulent à 20h pour un atelier autour des 50 nuances pratiques de développement. On va revenir un peu dans la technique. Voilà. Bye. Salut tout le monde. Ciao, ciao.